Rebonsoir, je vous propose qu'on enchaîne avec les tumeurs cérébrales et les tumeurs ORL. J'ai avec moi Sarah Dumont et Caroline Even. Et on a décidé que ce serait Sarah qui parlerait des tumeurs cérébrales et Caroline des tumeurs ORL. On a beaucoup hésité. Sarah. Alors on va parler en effet de la neuro-oncologie qui est peu représentée quand même au congrès de l'ESMO d'une façon générale, mais on a eu quand même quelques abstracts, notamment quelque chose qui est assez emblématique de ce qui est pertinent de faire dans les tumeurs rares. On parle du méduloblastome de l'adulte et c'est des équipes espagnoles qui se sont penchées sur cette maladie qui reste rare et chez l'enfant et chez l'adulte, un peu plus fréquente chez l'enfant en temps normal, mais on sait que les cancers de l'enfant par chance sont quand même plus rares. Donc on a un certain nombre de patients avec des méduloblastomes de l'adulte et la façon de mieux apprendre de cette maladie, c'est vraiment de colliger les cas. Et donc en fait, c'est ce qui a été fait en Espagne avec deux registres, un registre d'adolescents et jeunes adultes et un registre de neuro-oncologie avec des tumeurs de l'adulte qui ont permis de réunir 71 patients avec leurs caractéristiques cliniques, avec leur profil biologique et moléculaire. Et notamment, ce qu'on sait, c'est que dans le méduloblastome desmoplasique, on a souvent une activation de la voie de SHH, sonic hedgehog, qui est ciblable par des médicaments comme le vismodegib avec une bonne tolérance et un bon contrôle dans des maladies métastatiques. Mais dans ce registre-là, on a aussi des maladies qui sont localisées. Et ce qu'on peut voir, c'est quand même on a des taux de survie qui sont autour de 60%, ce qui est quand même bien. On a hâte de lire l'article avec le détail des thérapies utilisées pour pouvoir avoir quand même quelque chose comme un référentiel un peu plus solide dans l'adulte et pas uniquement une extrapolation de ce que peuvent faire les oncopédiatres dans ces maladies-là. Alors une étude qui est passée en session orale, c'est une étude qui est à peu près finalement les orientations de la neuro-oncologie en ce moment. On a eu beaucoup d'études négatives et on essaye d'optimiser les prises en charge. En fait, les essais thérapeutiques ont pu être négatifs. On essaye de trouver une façon de contourner la résistance de ces maladies-là. Et c'est le cas de cette étude qui testait l'association d'anti-CDK4, anti-CDK6 et d'ERK1-2, d'inhibiteurs d'ERK1-2 dans les glioblastomes en rechute. Dans l'idée, c'est que la monothérapie par anti-CDK4 et CDK6 était négative, enfin les essais étaient négatifs et qu'on pouvait contourner cette résistance. Alors cette étude est probablement négative puisque ce qu'on voit, c'est qu'en termes de PFS, on est à peu près dans le même ordre d'idées avec une PFS en semaine que ce qu'on peut avoir en monothérapie. Donc c'est quelque chose qui pose le fait de cette stratégie est probablement pas la bonne, pas forcément à poursuivre. Dans la même idée, on a le fait que l'immunothérapie est pour l'instant décevante dans le glioblastome, avec des anti-PD1, PD-L1 en monothérapie qui sont plutôt négatives, des anti-CTLA4 également. Et donc, c'est une innovation en termes de mode d'administration. C'est-à-dire qu'on se dit, on va trouver un moyen d'utiliser l'immunothérapie dans ces tumeurs de façon un peu plus ingénieuse. Et en fait, cette étude-là est une étude avec plusieurs cohortes. Ce qui est proposé, c'est de réaliser dans le glioblastome en rechute, soit une biopsie, soit une résection, avec pose d'un cathéter Ommaya et injection soit intratumorale par la biopsie, soit dans la cavité opératoire de niveau et ipilimumab. Donc, c'est les cohortes 3 et 4 qui ont été proposées. Il y a également en post-opératoire 6 mois de traitement par le double blocage. Et donc, c'est tout à fait ambitieux comme protocole. Actuellement, là, ce qui a été démontré, c'est qu'on n'arrive pas à aller au bout du protocole. C'est-à-dire que les 6 mois post-opératoires ne sont pas faits, non pas par toxicité, donc comme quoi c'est faisable, Ommaya, et accepté par les patients. Il y a 15 patients, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'énorme majorité des patients progressent. Cependant, il y a quand même une activité qui est visualisée. En tout cas, il y a un patient qui a une rémission complète, durable, sur les images que vous pouvez voir ici. Donc cette étude, elle est quand même tout à fait intéressante. On nous montre des données en survie globale qui sont vraiment à prendre avec des pincettes, sachant que finalement la courbe du bas est une courbe historique et l'autre courbe est celle des patients biopsiés versus réséqués. On confirme, c'est un contrôle positif pour dire qu'en effet, il faut réséquer les patients à la rechute quand c'est possible. Mais ce que je voulais vous montrer avec la flèche bleue, c'est le fait que d'autres innovations sont proposées, notamment dans la cohorte 5-6, avec carrément une injection de cellules dendritiques autologue. Donc voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être salué avec l'idée d'on trouvera une façon d'utiliser l'immunothérapie dans les tumeurs cérébrales, mais on ne sait aujourd'hui pas encore comment.
Et enfin, on va terminer avec cette étude qui pose toujours ce problème crucial de la barrière hémato-encéphalique. On a l'impression que c'est des tumeurs qui sont résistantes, mais qui en plus ont le problème de la distribution intracérébrale. Et donc, cette étude-là est une étude préliminaire à l'étude de la phase 2B qui s'appelle CleanGlio, qui est actuellement en cours. Ce qui est montré, c'est les résultats de la phase 1B qui permettait de désigner la dose de 2-OHOA, qui est un acide lipidique qui est en fait proposé en association avec le protocole classique du STUP, donc radiochimiothérapie concomitante plus T-modal, associé à un sirop à boire pour les patients qui correspond à un lipide. Donc en termes de safety, on se retrouve avec une toxicité extodigestive en termes de diarrhée. Et puis la dose a pu être donnée. Il n'y a pas vraiment de données d'efficacité qui ont été données aujourd'hui, dans cet abstract-là. Mais l'étude est en cours et c'est vrai que la toxicité est tout à fait acceptable jusqu'à présent. Et voilà, je pense que j'ai fini. Merci Sarah. Non, je te prends ça si tu veux bien. Pour le passer à Caroline, donc bon, les tumeurs cérébrales, ça reste difficile, surtout les glioblastomes, avec quand même des données intéressantes sur les médulos. En ORL, est-ce qu'on a eu des bonnes nouvelles cette année? Alors, des bonnes nouvelles, pas forcément, mais en tout cas des nouvelles et des choses qui vont nous faire progresser dans les thérapeutiques. On verra d'abord les épidermoïdes localement avancés avec les CRH, puis récurrents métastatiques, la phase 3 de CheckMate 651, les perspectives dans les oropharynx HPV induit, et puis de nouveau du nasopharynx avec une étude de phase 3 aussi. Donc, la première étude dans les épidermoïdes localement avancés, c'est une étude française de notre groupe coopérateur, une phase 3 chez les patients localement avancés, donc stade 3 ou stade 4A, 4B, 2 cohortes, une cohorte fit pour le cisplatine, une cohorte unfit pour le cisplatine. On va voir d'abord la cohorte unfit pour le cisplatine où on comparait radiothérapie cétuximab le standard à radiothérapie cétuximab plus avelumab avec une maintenance par avelumab. 135 patients dans le bras cétux et 140 patients dans le bras expérimental. 79% d'hommes, une population classique avec, vous voyez, quand même 76% de stade 4. Il faut retenir une bonne compliance au traitement, pas de problème de dose de radiothérapie non reçue ou de thérapie ciblée ou d'immunothérapie non reçue. Malheureusement, l'étude est négative avec une PFS à 2 ans de 44% dans le bras avelumab cétuximab versus 31% dans le bras cétuximab. Donc quand même une tendance un peu mieux pour avelumab cétuximab, mais non significatif. Pareil en termes de contrôle de progression loco-régionale à 2 ans, non significatif, un peu plus significatif pour les métastases, donc avec moins de métastases. Donc là, on retrouve un peu le rôle systémique de l'avelumab que le cétuximab n'a pas forcément. Pas de bénéfice en termes de survie globale et par contre un peu plus de décès dans le bras avelumab cétuximab, de décès non liés à une progression que dans le bras cétuximab, et c'est ce qu'on voit en termes de safety au niveau des effets secondaires grade 5 puisqu'on a 10 patients dans le bras avelumab cétuximab qui vont avoir des effets secondaires grade 5 versus 3 dans le bras cétuximab, pas liés directement à l'avelumab mais des compensations de comorbidité où on peut penser quand même que d'ajouter un traitement en plus chez nos patients fragiles, ça peut être un peu compliqué. Voilà, mais donc une phase 3 négative en plus sur l'immunothérapie localement avancée. Et on va regarder la cohorte FIT où on avait moins de données sur les caractéristiques des patients. Mais pareil, une analyse de futilité avec, on voit une PFS à 1 an inférieure pour avelumab cétuximab radiothérapie versus le standard of care cisplatine. Donc un nouvel échec en localement avancé de l'immunothérapie. On attend maintenant la 412, on espère à l'ASCO prochain. Maintenant, on passe en récurrent métastatique avec une étude très intéressante et qu'on attendait aussi impatiemment. Vous savez qu'on avait eu la keynote 048 qui a installé le pembrolizumab ou pembrolizumab plus chimio en première ligne, qui avait montré son bénéfice par rapport à l'extrême. Et bien là, on regarde niveau IP en première ligne versus extrême. À retenir dans les données importantes, c'est que dans le bras extrême, 46% des patients vont avoir de l'immunothérapie dans les lignes ultérieures, ce qui n'était pas le cas
dans la keynote 048. Les caractéristiques sont à peu près les mêmes pour les patients que dans la keynote 048. Et malheureusement, alors qu'on a des taux de survie qui sont très élevés et qu'on n'avait pas atteint à la fois dans la population globale avec 13,9 mois de survie globale et à la fois dans la population CPS supérieure à 20 avec 17 mois de survie globale, c'est des chiffres qu'on n'a jamais atteints, et ben malheureusement, cette étude n'est pas significative en termes de bénéfices. On voit bien que chez les CPS supérieurs à 20, il semble y avoir un bénéfice au niveau nivolumab, ipilimumab, et pareil chez les CPS supérieurs ou égal à 1. En termes de taux de réponse aussi, on a atteint des taux de réponse assez importants. Le pembrolizumab, on était chez les CPS supérieurs à 20 à 23% de taux de réponse. Là, on arrive à 34% de taux de réponse et on a les mêmes taux de réponse qu'avec la chimiothérapie. Donc, on a le même effet en termes de taux de réponse qui est important avec des durées de réponse très, très importantes. On est à 32 mois de durée de réponse avec le combo d'immuno versus 7 mois dans le bras extrême. Et en termes d'effets secondaires, on pouvait craindre, comme on faisait une combinaison d'immunothérapie, des effets secondaires plus importants. Mais vous voyez, ça reste tolérable avec 28% d'effets secondaires grade 3, grade 4. Et on est toujours inférieur à la chimiothérapie. On est à 71% d'effets secondaires grade 3, grade 4, avec des effets secondaires qui sont connus, habituels et qu'on sait relativement bien gérer maintenant. Et en termes de qualité de vie, on voit qu'il y a aussi un temps plus long pour la dégradation des symptômes et une meilleure qualité de vie avec nivolumab et ipilimumab. Donc on a l'impression qu'il y a un avantage partout, mais je le répète, malheureusement, l'étude est négative. Après, dans les carcinomes épidermoïdes HPV induits, 2 études pour vous montrer qu'on continue à essayer de différencier les thérapeutiques. On est au balbutiement, entre guillemets, mais des thérapeutiques chez les HPV+, avec une stratégie, avec un vecteur viral pour sensibiliser via des protéines E6 et E7. Donc, c'est très peu de patients, mais on voit qu'il y a des réponses, d'autant plus quand on rajoute l'immunothérapie et avec une réponse spécifique T. Et puis un autre essai où là, on n'est pas sur de la vaccination, mais sur une molécule qui semble avoir plus d'efficacité chez les HPV+, un anticorps bispécifique, le TGF-bêta-TRAP, donc qui est bispécifique TGF-bêta et PDL1, avec 2 études qui avaient tout type de tumeurs HPV induites, mais dont des épidermoïdes ORL, 19 patients. C'est les patients qui sont en rose, les ORL. Donc on voit qu'il y a des taux de réponse assez importants. Dans la population globale, on est à 28% de réponse, et puis avec des durées de réponse aussi assez importantes et assez intéressantes, avec des effets secondaires modérés. Et puis maintenant, on en vient à nos carcinomes nasopharyngés. On avait présenté à l'ASCO 2 études de première ligne où on combinait l'immunothérapie à cisplatine, gemcitabine et on le poursuivait en maintenance. Ça a montré que c'était des études qui étaient positives. Là, finalement, on est plus loin dans la prise en charge des patients. C'est une phase 3 chez des patients qui ont déjà reçu, dans le cadre de la rechute et de l'évolution métastatique, un traitement par platine. Et donc, ils étaient randomisés entre pembrolizumab versus chimiothérapie. Et jusqu'à progression. Une population, et ça a été conduit majoritairement en Asie, chez des patients déjà pas mal pré-traités et avec des métastases hépatiques qui montrent une certaine gravité de la maladie. L'étude n'est pas positive et il n'y a pas de bénéfice en termes de survie globale au pembrolizumab versus chimiothérapie. Alors les UCNT sont des tumeurs très chimiosensibles, donc on s'attend entre guillemets un petit peu à ça. En termes d'analyse en sous-groupe, il n'y a pas tellement de bénéfices. On voit que c'est plutôt le CPS inférieur à 10 qui est un bénéfice, mais il n'y a pas tellement d'explications rationnelles à ça. En termes de PFS, vous voyez que là, le pembro reste en dessous de la chimiothérapie tout le long. En termes de taux de réponse, on a des taux de réponse équivalents avec 20% de taux de réponse. Et en termes de durée de réponse, on n'a pas ce qu'on peut observer dans d'autres études avec des durées de réponse beaucoup plus longues avec l'immunothérapie qu'avec la chimiothérapie. On a les mêmes durées de réponse, 12 mois dans le pembro et 13 mois avec la chimiothérapie. Et en termes de traitement par la suite, une partie des patients dans le bras chimio recevaient de l'immunothérapie. Par contre, on gagne, comme on le sait, en termes d'effets secondaires de façon majeure avec l'immunothérapie. Donc,
La conclusion, c'est que je pense qu'il y a une place pour l'immunothérapie dans les CAVOM, malgré cette étude négative, parce que d'abord, c'est des patients qui ont une survie assez prolongée et donc qui peuvent recevoir plusieurs traitements. En termes de chimiothérapie, on finit par être bloqué en termes de toxicité hématologique ou d'autres toxicités. Et donc, je pense que ça doit quand même rentrer, malgré cette étude négative, dans notre arsenal thérapeutique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline. Peut-être une ou deux questions. Concernant cette dernière thématique des tumeurs nasopharyngées, des CAVOM, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à utiliser les deux, finalement, comme on l'a fait dans le poumon, soit en maintenance, soit même en association, puisqu'on a effectivement, comme tu le dis, affaire à une tumeur qui est chimiosensible et on n'a pas nécessairement envie de se passer de la chimiothérapie? Alors, c'était les 2 études présentées à l'ASCO cette année, où il y avait cisplatine, gemcitabine plus un anti-PD1 avec une maintenance par anti-PD1. L'étude est positive, donc ça montre probablement la place de l'anti-PD1 avec une limite, c'est que la chimiothérapie était justement pas continuée en maintenance. Donc, on n'a pas ce que nous on fait en standard dans la pratique clinique et potentiellement, si la chimio avait été continuée en maintenance, on n'aurait pas eu ce bénéfice. Par contre, on gagne clairement en effet secondaire et je pense qu'effectivement, peut-être pas de la combiner d'emblée à la chimiothérapie, mais en tout cas, une fois qu'on a fini la chimio et qu'on arrive aux limites de la chimio, faire une maintenance précoce et avant que le patient progresse. Et deuxième question concernant les épidermoïdes, dans l'étude IPI-NIVO, est-ce que tu peux nous rappeler, tu l'as peut-être montré, la dose d'IPI qui était utilisée et le nombre d'injections ? Alors, ce n'était pas le même schéma que le mélanome, ce qui explique que la meilleure tolérance, c'était l'ipilimumab à 1 mg kilo toutes les 4 semaines ou 6 semaines, et qui était continué en continu, donc avec une bien meilleure tolérance. Ok, super. Quel avenir tu vois à cette association dans les épidermoïdes ? Moi, je pense qu'il y a une place pour les combinaisons d'immunothérapie pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas convaincu, contrairement au poumon, à l'association chimiothérapie plus immunothérapie, et que je pense qu'il y a une place pour ces patients qui ne vont pas répondre aux anti-PD1 en monothérapie, à des combinaisons d'immunothérapie, à nous de définir les biomarqueurs pour les sélectionner. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était très clair, bravo. Vous restez avec nous et on passe aux tumeurs gynécologiques dans quelques minutes.